Bruce Lee, même 50 ans après sa disparition, demeure une figure incontournable. Une icône du cinéma du XXe siècle et un symbole de force physique et de virilité, tout particulièrement pour la communauté asiatique. Son charisme, sa maîtrise des arts martiaux et son regard perçant ont gravé sa silhouette dans l'histoire du cinéma mondial. Pourtant, derrière cette image quasi mythique, se cache un homme aux multiples facettes, souvent méconnu du grand public. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer des révélations à venir. À sa mort en 1973, à l'âge de seulement 32 ans, le monde fut secoué. Des rumeurs se propagèrent avec la même vitesse que ces légendaires coups de poing. Mariage contesté, consommation de drogue, mort suspecte. Tous les ingrédients étaient réunis pour nourrir le mystère. Mais aujourd'hui, sa fille, Shannon Lee, prend la parole. Non pas pour éteindre le mythe, mais pour y insuffler une vérité plus humaine. Elle lève le voile sur la réalité complexe d'un père trop souvent réduit à son image cinématographique. Pour comprendre Bruce, il faut remonter à ses origines. Né en 1940 à San Francisco, au cœur du quartier chinois, son véritable nom était Lee Jun-fan. Ses parents, en tournée d'opéra à l'époque, lui transmettent dès sa naissance une double culture. Son père, Lee Hua-chuan, est un chanteur d'opéra cantonais célèbre à Hong Kong. Sa mère, Grace Ho, est issue d'une lignée eurasienne distinguée, apparentée à l'élite chinoise. Dès ses premiers mois, Bruce est confronté à un monde en mutation. En 1941, la famille retourne à Hong Kong, juste avant l'invasion japonaise. Pendant l'occupation, la famille Lee traverse des années difficiles. Les privations, les tensions politiques et la dégradation économique pèsent lourdement sur leur quotidien. Bruce grandit dans cette atmosphère de lutte, développant rapidement une énergie débordante et une certaine insolence. Enfant bagarreur, il est souvent impliqué dans des altercations de rue. Cette agitation inquiète ses parents, surtout alors que son père, autrefois adulé, voit sa carrière décliner. Mais c'est précisément cette fougue qui révèle en Bruce un potentiel hors du commun. Son père décide alors de le faire initier au Wing Chun, un art martial traditionnel, sous la direction du vénéré maître Ip Man. Ce choix s'avère déterminant. Pourtant, l'apprentissage n'est pas aisé. En raison de ses origines métissées, Bruce est au départ rejeté par certains élèves. Mais sa détermination farouche et son agilité impressionnante lui permettent de gagner le respect de ses pairs. Son corps devient une arme, son esprit un guide. À l'adolescence, Bruce excelle dans les compétitions de boxe. Mais ses affrontements de rue inquiètent encore sa famille. Espérant l'éloigner d'un destin tragique, ses parents prennent une décision radicale, l'envoyer seul aux États-Unis. À 18 ans, Bruce débarque à Seattle. C'est le début d'une nouvelle vie, entre études universitaires, petit boulot, et surtout, transmission de son savoir martial. Bruce ne se contente pas d'enseigner les techniques qu'il a apprises. Il les remet en question, les adapte, les transcende. Il fonde sa propre école et attire rapidement des étudiants fascinés par sa méthode. En 1964, sa démonstration au tournoi international de karaté de Long Beach marque un tournant. Il impressionne le public avec son célèbre « coup de poing à un pouce ». Hollywood commence à prêter attention. Sa notoriété grandit. Il tourne quelques publicités, rencontre des personnalités influentes, et décroche en 1966 le rôle de Kato dans la série A Green Hornet. Ce rôle, bien que secondaire, est crucial. Il permet à l'Amérique de découvrir un nouvel archétype d'homme asiatique, charismatique, fort et digne. Pourtant, Bruce en veut plus. Il refuse les rôles stéréotypés d'hommes serviles ou comiques que l'industrie réserve aux Asiatiques. Il veut réécrire les règles. Parallèlement, il perfectionne son propre art martial, qu'il baptise le Jeet Kune Do, ou la voie du poing qui intercepte. Cette philosophie repose sur l'adaptabilité, la spontanéité, et le rejet des formes figées. Pour Bruce, chaque combat est unique, chaque situation requiert une réponse spécifique. Il s'inspire de multiples disciplines, boxe anglaise, escrime, taekwondo, judo. Il crée un style hybride, dynamique et moderne. Mais à Hollywood, les portes restent closes. Malgré son charisme, malgré son talent, Bruce Lee peine à décrocher un premier rôle. L'industrie ne semble pas prête à voir un Asiatique en tête d'affiche. Frustré, il décide de retourner à Hong Kong, où son rôle de Kato a déjà fait de lui une star. Là-bas, il signe avec la Golden Harvest, un studio ambitieux, pour tourner The Big Boss. Le film est un succès fulgurant. Bruce devient un phénomène.
Son second film, Fist of Fury, bat tous les records. Sa gestuelle millimétrée, sa vitesse, sa rage contenue fascinent. Il ne se contente pas de jouer, il chorégraphie, écrit, dirige. Il veut maîtriser l'image qu'il donne de lui-même. Avec The Way of the Dragon, il obtient une liberté totale. Il y affronte Chuck Norris dans une scène culte tournée au Colisée de Rome. Le combat est brutal, intense, presque animal. Mais il est aussi chorégraphié comme une danse, avec une précision digne d'un ballet. Bruce est au sommet. Et pourtant, il vise plus haut encore. Il cofonde Concord Productions Inc. et entreprend un nouveau projet, cette fois avec un studio américain de premier plan, Warner Bros. Le film s'appellera Enter the Dragon. Ce sera la consécration, mais aussi son chant du cygne. Quelques semaines avant la sortie du film, Bruce Lee meurt soudainement à Hong Kong. L'annonce de sa mort fait l'effet d'une onde de choc. Le monde est incrédule. Officiellement, il aurait succombé à un édème cérébral. Mais les spéculations vont bon train. Certains évoquent un assassinat, d'autres parlent de malédiction. Sa mort, comme sa vie, reste entourée de mystères. L'annonce de la mort de Bruce Lee, le 20 juillet 1973, à seulement 32 ans, fit l'effet d'un séisme mondial. Officiellement, la cause est un édème cérébral consécutif à une réaction à un médicament, l'équagésique, qu'il aurait pris chez une actrice et amie proche, Betty Ting Pei. Mais l'opacité des circonstances, les contradictions des témoins, l'absence d'autopsie complète sur le moment, alimentèrent un flot ininterrompu de rumeurs. À Hong Kong, les rues furent envahies par une foule endeuillée. Des milliers de fans, jeunes pour la plupart, pleuraient leur idole. Le pays tout entier s'arrêta. Aux États-Unis, la presse s'interrogea. Comment une star montante, en parfaite condition physique, pouvait-elle mourir si soudainement? Les théories les plus farfelues circulèrent. Complot mafieux, vengeance d'anciens rivaux, meurtre orchestré par les studios ou même malédiction familiale. La presse tabloïde s'empara du drame. On évoqua l'existence d'une ancienne prophétie, selon laquelle aucun homme de la famille Lee ne dépasserait la trentaine. On parla d'un mauvais sort, d'un dragon trop puissant pour survivre au monde des hommes. Ces récits enflèrent, se teintèrent de mysticisme. La fiction prit peu à peu le pas sur les faits. Mais pour Shannon Lee, sa fille alors âgée de seulement 4 ans, Bruce n'était pas un mythe. Il était un père. Un homme réel, présent, tendre, exigeant aussi, mais profondément aimant. Dans les années qui suivirent, elle vit sa mémoire devenir une légende, souvent déformée, instrumentalisée. Aujourd'hui, avec une sincérité rare, elle s'efforce de remettre les choses à leur place. Bruce Lee n'était pas invincible. Derrière l'icône se cachait un homme en perpétuelle tension. Il souffrait de douleurs chroniques au dos, suite à une blessure mal soignée. Il était obsédé par la perfection, travaillait jour et nuit, testait sur lui-même des régimes alimentaires extrêmes, notait tout dans des carnets, son poids, son rythme cardiaque, ses réflexions philosophiques, ses rêves. Il consommait parfois des stimulants pour rester alerte, et cherchait sans cesse à repousser ses limites, physiquement comme mentalement. Son entourage le décrivait comme un homme intense, parfois colérique, mais toujours passionné. Il parlait de transcendance, de dépassement, de fusion entre le corps et l'esprit. Il se voyait non comme un acteur ou un combattant, mais comme un artiste. Il écrivait « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais celui qui a pratiqué un coup 10 000 fois. » Cette phrase, aujourd'hui célèbre, résume sa philosophie, rigueur, précision, et une quête infinie de maîtrise. Mais cette quête avait un prix. Bruce Lee ne s'autorisait aucun relâchement. Même au sommet de sa gloire, il doutait. Il avait le sentiment que l'Occident ne comprenait pas pleinement ce qu'il voulait transmettre. Il ne voulait pas seulement divertir. Il voulait élever les consciences, casser les barrières culturelles, prouver que la sagesse orientale pouvait éclairer l'action occidentale. Un pont entre deux mondes. Le tournage des « Enter the Dragon » fut particulièrement éprouvant. Bruce s'impliqua à chaque niveau de production, allant jusqu'à modifier lui-même certaines séquences, réécrire des dialogues, redessiner des plans. Il s'investit corps et âme dans ce film, persuadé qu'il allait enfin incarner à l'écran ce qu'il portait en lui, un guerrier philosophe à la fois redoutable et éveillé. Mais peu de temps après la fin du tournage, il s'effondra. En mai 1973, lors d'une séance de doublage, il perdit connaissance. Transporté d'urgence à l'hôpital, il fut diagnostiqué avec un édème cérébral. Il s'en remit, mais ce fut un signal d'alarme. Son entourage, inquiet,
le pressa de ralentir. Bruce, fidèle à lui-même, refusa. Il reprit le travail, multiplia les rencontres, affina ses projets futurs. Il rêvait d'un studio indépendant, d'un centre d'entraînement international, d'un nouveau cinéma d'action. La dernière journée de sa vie fut banale en apparence. Il se rend chez Betty Tingpei pour discuter d'un scénario. Il se plaint d'un mal de tête, prend un comprimé, s'allonge, et ne se réveille jamais. Les médecins tentent tout pour le ranimer, sans succès. La nouvelle tombe, brutale. Le dragon est mort. Sa disparition bouleversa les équilibres du cinéma d'action. À Hollywood, on réalisa trop tard ce que l'on avait perdu. Enter the Dragon, sorti posthumement, devint un triomphe mondial. Le film rapporta des millions, et propulsa Bruce au rang de légende. Mais lui n'en vit rien. Il ne monta jamais sur scène pour recevoir une récompense, ne vit jamais l'ampleur de son influence. Derrière le rideau du deuil, la bataille pour son héritage débuta. Des producteurs sortirent des films inachevés, utilisèrent des doublures, fabriquèrent des récits fictifs. Le phénomène du « bruceploitation » envahit les écrans asiatiques, des dizaines d'acteurs imitant son style, portant des noms proches du sien, exploitant sans vergogne son image. Un déluge d'imitations, souvent médiocres, qui ternirent son message originel. Linda Lee, sa veuve, et plus tard leur fille Shannon, luttèrent pour rétablir la vérité. Elles protégèrent son nom, refusèrent les caricatures, et bâtirent peu à peu une fondation pour transmettre l'héritage authentique de Bruce Lee. Pas celui du héros invincible, mais celui de l'homme engagé, penseur libre, bâtisseur de ponts entre les cultures. Car Bruce n'était pas seulement un athlète hors norme ou une star charismatique. Il était aussi un lecteur assidu, passionné de philosophie, de poésie, de spiritualité. Il annotait des ouvrages de Krishnamurti, méditait, écrivait ses pensées comme des koans modernes. Il croyait en l'autonomie de l'individu, en la libération de toute forme figée. Pour lui, le combat n'était qu'un moyen d'expression, une métaphore de la vie elle-même. Dans ses écrits intimes, on découvre un homme en quête permanente. « Sois comme l'eau », écrivait-il. L'eau s'adapte, elle coule, elle contourne ou brise, mais elle ne cesse jamais d'avancer. Cette métaphore, devenue emblématique, résume peut-être le mieux l'esprit de Bruce Lee, fluide, insaisissable, indomptable. Aujourd'hui, plus de 50 ans après sa mort, Bruce Lee reste une figure vivante, presque mythologique. Son influence traverse les générations, les disciplines, les frontières. Dans les arts martiaux, bien sûr, où le Jeet Kune Do continue d'être enseigné comme une voie de liberté, mais aussi dans la danse, le sport de haut niveau, la philosophie, et même le développement personnel. Partout, son nom est synonyme de discipline, d'exigence, de fluidité, de vérité. Les plus jeunes, qui ne l'ont jamais vu à l'écran de son vivant, le découvrent à travers des extraits partagés sur les réseaux sociaux. Ses mouvements éclairs, son cri inimitable, son regard perçant. Mais derrière l'image, il reste une pensée. Une pensée qui invite à ne pas imiter, mais à créer. À ne pas suivre, mais à chercher. Absorbe ce qui est utile, rejette ce qui est inutile, ajoute ce qui t'est propre. Cette phrase, devenue un mantra pour beaucoup, résume l'héritage de Bruce Lee mieux que tout. Dans un monde où les étiquettes rassurent et enferment, il appelait à se libérer de toute forme, religieuse, culturelle, martiale. Il voulait que chacun devienne son propre maître. Pas dans une posture d'orgueil, mais dans un geste d'émancipation. Le combat, pour lui, n'était qu'un miroir tendu à l'âme. C'est peut-être cela qui continue de toucher autant, l'authenticité. Bruce Lee ne cherchait pas à plaire. Il cherchait à exprimer, à transmettre, à incarner une vérité intime. Il n'a pas eu le temps de vieillir, de se compromettre, de se diluer. Il est resté intact, figé dans une intensité rare. Un éclair dans l'histoire. À l'heure où tant de figures publiques se construisent sur des artifices, son exigence intérieure résonne comme un appel. Être soi, pleinement. Créer son propre style. Se dépasser, sans jamais trahir l'essentiel. Voilà ce que Bruce Lee continue à nous apprendre. Alors si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré, prenez un instant pour la faire vivre, likez, partagez-la, commentez-la, et surtout, abonnez-vous. Pour que l'esprit du dragon, libre et lucide, continue de nous éclairer.